Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Le 18h Éco, le magazine économique qui ne se laisse pas déborder par la crise. Le 3 mars dernier, nous recevions Franck Grimaud, le directeur de Valneva. La biotech de Saint-Herblain a des projets de nouveaux vaccins plein son laboratoire. Dans son numéro, également reportage dans un atelier de couture à Legé, le groupe Frano fait dans le haut de gamme et a décroché la confection d'une robe de soirée pour Michelle Obama, la First Lady américaine. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le 18h Éco avec Yannick Lenné. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cécile. Allez, on va revenir sur l'actualité de la semaine. On commence par ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui porte sur les finances de l'hôpital de Saint-Nazaire. C'était la première fois depuis le regroupement de l'hôpital public avec une clinique privée il y a 2 ans et demi sur le site de la nouvelle cité sanitaire. Rien d'alarmant dans le rapport de la Chambre des comptes, mais elle appelle tout de même à la vigilance. Les loyers que paye l'hôpital pourraient augmenter et creuser un déficit que l'activité n'arrive pas à compenser, comme le souligne François Monti, le président de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, propos recueillis par Jean-Michel Nagard. Cette activité a certes augmenté, mais moins fortement que prévu, la première année au moins, que ce qui avait été envisagé. Et donc, en parallèle, les charges de personnel ont légèrement progressé plus vite, ce qui a créé un petit effet de ciseau, et si bien qu'en 2013, l'hôpital était encore en déficit. Le déficit a baissé, il est passé de 6 millions d'euros à un peu moins d'1 million d'euros, mais seulement grâce à des aides exceptionnelles apportées par l'Agence régionale de la santé. La région Pays de la Loire demande des comptes à un industriel de Clisson. Il s'agit de l'entreprise Altor Industries, spécialisée dans les salles de bain préfabriquées. Selon l'Union locale CGT, cette PME a le projet de licencier 7 personnes. Or, elle a touché en décembre dernier des aides publiques, une aide de plus de 33 000 euros pour l'embauche d'un chef de projet innovation. Alors c'est une aide accordée par la région, c'est que ça crée un certain malaise, on va dire. Les élus de la région, bien sûr, demandent à rencontrer rapidement la direction d'Altor pour avoir des explications. Nous avons contacté cette direction sans retour de l'entreprise pour l'instant. Ça veut dire qu'on en reparlera probablement. Il y a un mois ici, dans cette émission, on vous parlait d'un sous-traitant aéronautique placé en liquidation. Eh bien, les choses ont changé depuis. C'était l'entreprise Mesure, basée à Saint-Brévin-les-Pins. Elle a été reprise par un autre sous-traitant de l'aéronautique, le groupe Garros, basé à Bouguenais. Une reprise dans la douleur, il faut bien le dire, puisque 24 salariés sur 62 seulement seront gardés. Avec ce rachat, Garros veut élargir la palette de ses savoir-faire en matière aéronautique et renforcer ses relations avec Airbus. Et on termine cette revue d'actualité avec une victoire commune et partagée pour DCNS et STX. STX France, le Nazérien. La semaine dernière, les 2 entreprises ont remporté ensemble un important contrat auprès de la Marine nationale. Elles auront notamment en charge le maintien en conditions opérationnelles de 3 navires militaires, des BPC, c'est comme ça qu'on les appelle, des bâtiments de projection et de commandement. Ils sont basés à Toulon. Un contrat pour 7 ans dont on ne connaît pas le montant. On passe à la rubrique Objectif Emploi. Et dans Objectif Emploi, cette semaine, Yannick, vous nous parlez d'un salon de recrutement spécialisé dans la navale. Oui, entièrement dédié à la construction navale. Il se tiendra à Saint-Nazaire le vendredi 6 mars. Une vingtaine d'exposants. Parmi les entreprises annoncées, STX, on vient d'en parler, les chantiers Pierriou, DCNS, le groupe Efinor, Eiffel Industrie ou encore le réseau Néopolia qu'on connaît bien à Saint-Nazaire. L'organisateur, c'est l'agence de ressources humaines Interpol qui est basée à Lorient. Elle promet cet organisateur une centaine d'offres d'emploi à pourvoir en CDI ou en CDD, un salon ouvert à tous les profils, poste de production ou poste d'encadrement, et plus de 2000 visiteurs sont attendus pour ce salon. C'est donc une première, en tout cas une première fois à Saint-Nazaire. C'est le 6 mars, salle Jacques Brel, avenue Saint-Hubert pour être précis, et ce sera de 10h à 18h. On passe au reportage de la semaine. Et cette semaine, direction Legé dans le sud de la Loire-Atlantique, à la limite avec la Vendée. Nous avons visité l'atelier de confection Legé Haute Façon, un atelier spécialisé dans le luxe qui existe depuis plus de 30 ans et qui vient d'être racheté. Les nouveaux propriétaires possèdent également 2 usines de production en Vendée, à la Ferrière et à l'Écuillon-sur-Vie, qui sont également positionnés sur le haut de gamme et le luxe. Et avec ces 3 sites,
Ils veulent constituer un groupe cohérent de ce qu'on appelle des maîtres façonniers qui travaillent avec les plus grandes maisons de couture. Des investissements sont prévus, 300 000 euros sur 3 ans, des embauches également. Donc illustration avec cet atelier de Leger où l'on fabrique des robes de soirée pour les plus grandes stars du monde entier. Là, on est sur une charmeuse de soie, donc une matière très, très souple. Ici, on est sur un tissu entièrement brodé. Finesse, légèreté, fragilité, ces matières qui ne se laissent pas faire, c'est le royaume du flou, du vêtement déstructuré. Ce chemisier ajouré, par exemple. Chaque pièce est découpée manuellement avant un assemblage très technique. Sur cette pièce haut de gamme, on a une finition de couture entièrement bordée qui permet de cacher l'ensemble des coutures d'une manière très élégante. Les ateliers de Leger travaillent pour de grandes maisons de couture françaises et anglaises. Robes de soirée ou de mariée, ensemble haut de gamme qui habillent les stars du monde entier, comme bientôt la First Lady américaine Michelle Obama. À la tête de la PME depuis quelques mois, les nouveaux patrons veulent continuer sur cette voie exigeante du luxe en modernisant l'outil de production. L'idée, c'est d'enjoliver les locaux, de les mettre au standard de nos clients qui sont dans le luxe et dans le haut de gamme. C'est aussi d'avoir des machines, un parc machine qui soit à la hauteur des produits que l'on fabrique. Des machines et des hommes. L'entreprise de 49 salariés recrute. Il faut faire face au carnet de commandes et remplacer les départs à la retraite. Annie s'en va dans 3 semaines. Elle a commencé à 17 ans comme couturière. On a un beau métier. On a un très beau métier. Quand on voit les robes qu'on fabrique sur des grandes vedettes, sur les grandes revues, c'est quand même un grand plaisir pour nous de les fabriquer, oui. Quand j'ai commencé à l'usine, c'était des rendements, des quantités, des 1000 pièces. Aujourd'hui, c'est plus ça, on change bien plus souvent. Donc on apprend beaucoup plus de montage, on apprend beaucoup plus de choses. Et il faut démarrer par la base pour avancer, quoi. Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de trouver à recruter des gens à qui on va redonner confiance dans ce type de métier, donner confiance dans l'évolution du métier. Aujourd'hui, on peut faire carrière dans une entreprise comme la nôtre. On peut commencer en sortant de l'école. La direction se dit prête à créer dès cette année 5 à 7 postes. Le luxe Made in France offre une garantie de stabilité. L'export représente 80% de l'activité de l'atelier. Et ça n'a rien de flou. On verra la robe de Michelle Obama une autre fois, peut-être. On accueille l'invité de la semaine et vous recevez, Yannick, Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck Grimaud, vous avez 48 ans. Votre nom est bien connu dans le monde agricole régional puisque le groupe Grimaud est un des leaders mondiaux de la sélection génétique animale. Vos oncles qui ont créé l'entreprise étaient éleveurs de canards dans les années 60. Vous avez fait des études en économie et en droit à l'université de Poitiers avant de vous envoler au Canada pour passer un MBA, un Master of Business Administration, l'administration des affaires. Vous avez fondé en 99 une société de biotechnologie, Vivalis, qui, suite à une fusion avec un concurrent autrichien, est devenue en 2013 Valneva, dont on va parler maintenant. Valneva, aujourd'hui, c'est un groupe de 400 personnes avec des sites à Saint-Herblain, Lyon, mais également en Autriche, en Suède, en Écosse. Vous affichez un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros et vous œuvrez dans le domaine de la santé, le développement et la commercialisation de nouveaux vaccins. Aujourd'hui, combien de vaccins avez-vous mis sur le marché avec Valneva ? Donc, nous avons actuellement deux vaccins qui sont commercialisés. Un vaccin, donc ce sont des vaccins qu'on appelle du voyageur, donc qui visent à protéger les gens qui, en Europe ou aux États-Unis, s'en vont en Asie, en Amérique latine, par exemple. Et donc c'est un vaccin, le premier vaccin contre l'encéphalite japonaise, qui touche à peu près 70 000 personnes chaque année. Il y a à peu près 30 000 décès chaque année. C'est une maladie qui est peu connue, mais qui est quand même très impactante. Et puis un deuxième vaccin, le Dukoral, contre le choléra et la diarrhée des voyageurs. Vous les commercialisez directement ? Alors, Valneva ? Voilà, donc il y a les deux choses. Jusqu'à maintenant, jusqu'à janvier
on passait par un grand industriel de la pharmacie pour le commercialiser et en fait via une acquisition dont on va parler, je pense, on a acquis un réseau de distribution et on va maintenant commencer à distribuer dans les pays nordiques, au Canada, probablement en partie aux États-Unis également. Pourquoi ces vaccins, ce ne sont pas des grands groupes pharmaceutiques qui les développent? Alors aujourd'hui, les grands groupes se focalisent, on va dire, sur ce qu'on appelle les blockbusters, c'est-à-dire les produits à plus d'1 milliard. Et, les vaccins stars, quoi. Voilà, c'est les grands vaccins, les grands produits, parce qu'ils ont énormément de coûts à la fois de développement, mais des coûts de support, de sales and marketing, etc. Et en fait, des sociétés comme les nôtres peuvent bénéficier un petit peu d'opportunités en allant acheter ou en développant des produits plus de niche, dits de niche, mais qui sont intéressants, très intéressants pour nous. Il y a donc une industrie mondiale du vaccin, un marché qui pourrait dépasser, je crois, les 50 milliards de dollars en 2016. Les grands labos pharmaceutiques, vous venez d'en parler, sont cotés en bourse. Vous-même, avec Valneva, vous êtes coté en bourse depuis 2007. Et il y a quelques jours, sur TV Finance, vous étiez la pépite boursière, la valeur à suivre. On écoute. On a eu une nouvelle très forte progression et une sortie puissante du canal, avec une progression du titre qui a correspondu à peu près à 6,5%, donc lors de la séance d'hier, ce qui donne un potentiel d'appréciation très important sur le titre Valneva, puisqu'on pourrait revoir très prochainement un premier objectif à 5,18 € qui correspond au niveau du 22 septembre 2014. Et puis l'objectif à moyen terme sont les 5,75 €, niveau vu le 2 juin dernier, et qui pourrait être atteint dans le courant du semestre. Alors on le voit là, il est question de finances, j'imagine que c'était une bonne nouvelle pour vous, tout ça. Vous le savez aussi, dans l'image du grand public, dans l'imaginaire collectif, les labos pharmaceutiques ne sont pas forcément bien vus. On leur reproche justement d'être très axés sur le profit, sur la rentabilité, alors qu'on parle de santé, on parle d'accès aux soins. Comment vous jonglez avec ça? Comment on se positionne quand on est soi-même fabricant et distributeur de vaccins? C'est une question très délicate, oui, parce que à la fois, on est dans un secteur qui touche à la santé, et donc, en particulier dans le vaccin, souvent, on vaccine des gens sains, et en particulier des enfants. Donc, il n'y a pas plus exigeant en termes réglementaires et en termes éthiques également que ce type de produit. Et en même temps, pour développer un vaccin, il faut au minimum 200 millions d'euros. 200 millions d'euros qui pourront être perdus au dernier moment, si statistiquement, le vaccin n'est pas suffisamment efficace. Pour pouvoir financer ce type d'investissement, et c'est vraiment le minimum qu'il faut mettre sur un nouveau produit, il faut une certaine rentabilité. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà, on a jonglé avec ces besoins financiers extrêmement importants. Une société comme la nôtre, par exemple, fait environ 45 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 20 à 25 millions d'euros investis en recherche, à risque. Donc c'est énorme en proportion. Et il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut garder l'éthique liée au secteur. Absolument. D'une part, c'est déjà extrêmement contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'essais cliniques sans l'acceptation des autorités réglementaires. Et les autorités réglementaires seules peuvent décider que le vaccin est acceptable ou n'est pas acceptable, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a tout un tas de procédures internes pour que on reste dans un cadre extrêmement éthique. Et le passage par la bourse est une nécessité pour financer justement ces recherches? Obligatoire, c'est-à-dire que en particulier en Europe, parce que donc comme vous pouvez le voir, le parcours de Valneva, on annonce un équilibre en 2016, on a commencé en 99. 16 années de pertes consécutives avec des sommes qui peuvent étonner un petit peu quand on parle de même 7 millions d'euros de pertes. On espère être à l'équilibre en 2016. On va revenir sur ces chiffres, effectivement. En 2013, vous étiez, on va le voir, des pertes de plus de 20 millions d'euros, un peu moins en 2014. Et vous avez le sourire, là. 7 millions et demi d'euros. Et vous voulez atteindre l'équilibre. Vous pourriez continuer, en fait, à avoir ces pertes-là sur plusieurs années. C'est une habitude parmi les entreprises de biotechnologie. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais vous voulez atteindre cet équilibre dès 2016, dès l'année prochaine. Pour quelles raisons? Oui, non, mais c'est une très bonne remarque. Il y a la plupart des biotech ne visent pas à l'équilibre financier, mais visent à développer des produits, puis un jour à les céder ou à être acquises.
Nous, on a depuis le début un vrai projet industriel de développer une entreprise pérenne qui, à un moment donné, va réussir à autofinancer sa recherche. On espère que c'est pour l'année prochaine. Et puis ensuite, à se développer comme acteur indépendant. Donc c'est un projet probablement qui nous vient des racines familiales que vous mentionnez dans les Mauges. D'ailleurs, justement, est-ce que ces racines familiales, elles justifient l'ancrage encore local nantais? Oui, alors qu'on l'a vu, Yannick le disait tout à l'heure, vous êtes implanté un peu partout dans le monde. Oui, alors il y a plein de raisons au fait qu'on est nantais et on restera nantais à long terme. Bon, d'une part pour un ancrage historique, deuxièmement parce que les collectivités locales, régionales ont vraiment un focus long terme sur développer une industrie biotech. Vous êtes accompagné. Voilà, à Nantes, on l'est de moins en moins nous parce que maintenant on arrive à maturité. Et puis la troisième raison, parmi vos actionnaires, vous avez notamment la Banque publique d'investissement. Absolument. Ouais. Et la troisième raison pour laquelle, là, cette fois-ci, la France est un pays intéressant en termes de recherche, c'est le crédit impôt recherche qui est un des outils les plus attractifs. Donc c'est la raison pour laquelle dans le groupe Valneva, à la fois le siège social est basé en France, mais également toute la recherche. Je souris parce que c'est rare qu'on ait un chef d'entreprise sur ce plateau qui se félicite des politiques publiques à l'encontre des industries en France. Vous n'êtes pas tenté d'aller ailleurs pour trouver, je ne sais pas, une situation plus fiscalement acceptable, des conditions plus acceptables fiscalement? En l'occurrence, pour les activités de recherche qui resteront à long terme un focus important de Valneva, la France est une bonne terre d'accueil. Après, on ira là où sont les marchés et puis on ira là où éventuellement nous porterons les acquisitions. Vous travaillez sur quel vaccin en ce moment? Peut-être un à mettre en avant aujourd'hui sur lesquels vous portez vos recherches et vos efforts? Beaucoup en ce moment en développement clinique sur les maladies nosocomiales, donc c'est-à-dire les maladies des hôpitaux dans les hôpitaux et pour lesquels les antibiotiques sont moins efficaces aujourd'hui. Donc avec 2 vaccins, dont un pourra arriver sur le marché l'année prochaine et puis un second qui avance très bien en clinique également. Bon, très bien, on se tiendra au courant de l'avancée de ces recherches. On s'arrête là parce qu'il nous reste très peu de temps, donc on n'aurait pas le temps de bien répondre. Merci à vous d'être venu nous rendre visite. Combien de temps pour développer ce nouveau vaccin sur les maladies? On a commencé il y a 12-13 ans. D'accord, et c'est pas fini, on l'a bien compris. Merci à Franck vous, Grimaud, merci beaucoup. Franck Grimaud, d'être venu nous rendre visite. Merci Yannick, et à la semaine prochaine Cécile. pour un nouveau 18h Éco. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.